Jusqu'à preuve du contraire, les extraterrestres ont toujours relevé de la fiction, qu'il s'agisse de créatures bienveillantes ou malveillantes. Et pourtant, sur Terre, ils ne cessent de nous intriguer. Il me semble peu probable que nous soyons la seule planète à abriter la vie. Grâce au télescope spatial James Webb, nous découvrons sans cesse de nouvelles planètes potentiellement habitables. Je serais prêt à parier que de mon vivant, nous décèlerons un indice, voire une preuve de vie extraterrestre. Supposons que des aliens existent et qu'ils soient aussi curieux que les humains. Que se passerait-il s'ils tentaient un jour d'entrer en contact avec nous ? Le 15 août 1977, l'astrophysicien Jerry R. Ehman détecte grâce au radiotélescope Big Ear un signal radio inhabituel issu de la constellation du Sagittaire. Ce signal diffère de tous ceux enregistrés jusqu'alors. Le scientifique n'en croit pas ses yeux. S'agirait-il d'un message envoyé par des aliens ? L'astrophysicien a été tellement stupéfait par cette découverte qu'il a noté « Waouh » juste à côté. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné son nom au signal. Ce signal remplissait en effet tous les critères d'un message extraterrestre. Dans le film Contact, la radioastronome Ellie Arroway détecte un signal similaire, qui se distingue nettement du fond diffus cosmologique. Mais qui a bien pu envoyer ce mystérieux signal ? Des analyses plus récentes ont révélé qu'il pouvait s'agir d'un phénomène naturel, comme le passage d'une comète. Il est aussi tout à fait probable qu'il ait été envoyé par une autre technologie. Nous ne le saurons jamais. Et si les extraterrestres avaient tenté d'entrer en contact avec nous ? D'où vient donc ce signal ? Et qui a bien pu l'envoyer ? Il ne reste plus qu'à explorer la Voie lactée à la recherche d'indices. Mais comment repérer des créatures assez intelligentes pour émettre le signal WOW dans le but de communiquer avec nous ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin galactique. La Voie lactée est immense. Son diamètre est d'au moins 100 000 années-lumière. Notre planète se trouve à peu près à mi-chemin entre le centre et la périphérie de la Voie lactée, dans une banlieue dortoir, pour ainsi dire. Notre étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se situe à environ 4,25 années-lumière de la Terre. En d'autres termes, il nous faudrait 70 000 ans pour y accéder à l'aide des fusées actuelles. 70 000 années de vol jusqu'au prochain système solaire potentiellement habitable. Des chiffres qui dépassent l'entendement. Mieux vaut peut-être alors attendre un signal de la part des aliens. Ou comment pourrions-nous sinon entrer en contact avec eux ? Si on part du principe qu'il existe des civilisations extraterrestres quelque part dans l'univers et que l'on pourrait communiquer avec elles d'une façon ou d'une autre, on peut imaginer différents scénarios. Premier scénario possible, nous recevons un signal radio extraterrestre. Pour de nombreux chercheurs, il ne s'agit d'ailleurs que d'une simple question de temps. Autre possibilité, repérer un artefact qui ne serait pas d'origine humaine. Oups, c'est cassé. Et enfin, scénario le plus lourd de conséquences, mais aussi le plus improbable, tomber nez à nez avec un vaisseau spatial extraterrestre ayant pénétré dans notre système solaire, voire ayant atterri sur notre planète. Ce scénario bouleverserait totalement notre conception de l'univers. Pour résumer, plus le contact avec des aliens serait direct, plus l'impact culturel serait important. Ce troisième scénario est celui qui aurait le plus de répercussions sur notre planète. Il correspond à ce que les futurologues appellent un événement à faible probabilité, mais à fort impact, dont les conséquences pourraient être aussi dévastatrices que celles de la chute d'un astéroïde. Mais restons-en pour l'instant au scénario le plus plausible. Celui-ci repose sur deux prérequis. Premièrement,
un émetteur capable d'envoyer un tel signal et avec pour objectif d'entrer en contact avec nous. Deuxièmement, le fait que nous, humains, disposions d'un récepteur pouvant capter ce signal. Puisqu'une civilisation extraterrestre capable de recevoir un signal pourrait aussi en émettre un, les chercheurs scrutent attentivement l'espace à la recherche de tout signe de vie éventuel. C'est l'objet du projet SETI, lancé dans les années 1960, qui signifie en français « Recherche d'intelligence extraterrestre ». Mais de quels signaux parle-t-on exactement? Les ondes radio ne sont rien d'autre qu'une forme de lumière. C'est un type de lumière que nos yeux sont incapables de percevoir et qui se déplace comme n'importe quel rayonnement électromagnétique, un terme un peu pompeux pour désigner la lumière. Les crêtes des ondes sont beaucoup plus espacées. La longueur d'onde de ces signaux radio peut être très grande, allant de quelques millimètres à la taille d'un immeuble, voire plus encore. La capture d'un signal, en particulier d'un signal non directionnel, donc différent d'un laser, nécessiterait l'utilisation d'un télescope très puissant. Pour capter un message extraterrestre venu de très loin, la taille des télescopes joue un rôle décisif. Plus ils sont grands, plus leur performance est accrue. C'est pour cette raison que le réalisateur du film Contact a choisi de mettre en scène l'Arecibo, à l'époque le plus grand radiotélescope au monde, situé sur l'île de Porto Rico. Avec ses 300 mètres de diamètre, il rendait la capture de signaux extraterrestres plus crédible. Cette maquette est très importante parce que ce télescope s'est effondré en 2020. Il s'agissait d'un appareil utilisé dans le cadre du SETI avec le télescope de Green Bank pour rechercher des signes de vie extraterrestres et des petits hommes verts. Il existe un message assez célèbre que les humains ont envoyé dans l'espoir qu'il soit capté par des aliens. C'est le fameux message d'Arecibo. Ce signal radio a été envoyé en 1974 lors de l'inauguration du télescope comme premier message ciblé vers l'espace. Si des aliens venaient à le recevoir et à le déchiffrer, ils verraient des images pixelisées contenant des informations sur les humains, ainsi que sur la position de la Terre dans l'univers. Supposons qu'un tel signal parvienne jusqu'à une planète habitable. Les aliens le percevraient-ils pour autant comme un message? Car pour cela, encore faudrait-il qu'ils connaissent notre langue. Ou existe-t-il des codes universellement compréhensibles, reposant sur les lois de l'univers? Les mathématiques pourraient-elles nous être utiles? Nos mathématiques sont basées, par exemple, sur le fait que nous possédons 10 doigts, ce qui ne serait pas forcément le cas des destinataires du message. C'est un peu comme si j'écrivais un message en anglais, en espérant qu'il soit compris par mes interlocuteurs. Imaginons que les extraterrestres soient tout de même réceptifs à nos mathématiques et qu'ils réussissent à déchiffrer notre message. Que souhaiterions-nous leur communiquer? Simplement leur signaler notre existence? Ou faudrait-il aller encore plus loin? Après tout, certains messages ont déjà fait l'objet de malentendus sur Terre. Devons-nous vraiment envoyer ces messages? Cela soulève une question d'ordre éthique, car ces signaux vont parcourir de très longues distances et cela prendra énormément de temps. Si quelqu'un le recevait et y répondait, ce serait aux générations futures de gérer ça. Mieux vaut donc éviter d'envoyer des messages dans l'immensité obscure de l'espace? Si vous vous trouvez dans une forêt sombre la nuit et que des prédateurs rôdent aux alentours, la dernière chose à faire est d'attirer l'attention sur vous, car vous pourriez avoir de mauvaises surprises, des ours, des pumas ou d'autres bêtes féroces prêtes à dévorer la proie appétissante que vous êtes. Se pourrait-il qu'il y ait une autre forme de vie dans l'univers et que celle-ci soit potentiellement supérieure à nous? Tout cela suscite certaines peurs dans notre inconscient. La peur, par exemple, de ne pas être en position de conquérant mais de conquis semble profondément ancrée dans notre mémoire collective. Un petit saut dans l'histoire nous montre à quel point les choses ont mal tourné lorsque de nouvelles civilisations ont été découvertes. Pensons à Christophe Colomb, plus avancé technologiquement que les peuples indigènes, et à ses successeurs. À commencer par Hernán Cortés, qui a brutalement réduit les Aztèques en esclavage. Alors devrions-nous y réfléchir à 2 fois avant d'envoyer des messages dans l'espace? Si nous décidons de le faire, il nous faut un motif solide, car cela reviendrait à révéler notre position dans l'univers. Alors devrions-nous prendre cette initiative, ou plutôt attendre un éventuel signal de leur part avant de nous manifester?
Si nous restons passifs, tout le monde restera silencieux et les centaines de civilisations potentiellement présentes dans l'univers ignoreront l'existence des unes et des autres. Cela dit, n'envoyons-nous pas déjà depuis plus d'un siècle des signaux radio divers et variés vers l'espace via d'innombrables appareils sur Terre? Imaginons que cet objet soit une radio ou une technosphère, englobant l'ensemble des signaux utilisés par les humains pour communiquer entre eux. Certains de ces signaux quittent la Terre et parcourent des distances intergalactiques. Cependant, à mesure que la distance augmente, la puissance de ces signaux diminue de manière exponentielle. Mais même un signal radio affaibli renferme toujours un message. Qu'ils parviennent à le décoder ou non, les destinataires sauront que ce signal a été émis par une autre technologie. Le message d'Arecibo ne devrait pas atteindre sa destination avant 25 000 ans, tandis que d'autres signaux mettront moins de temps à parvenir à leur but. Reste à savoir si les humains se souviendront encore de leur existence d'ici là. Si nos messages voyagent pendant de longues années, ne risquons-nous pas d'être confrontés à un problème de synchronisation? Rien qu'avec un message dans une bouteille, c'est déjà compliqué. Car pour le recevoir, encore faut-il être au bon endroit au bon moment. Si l'on part du principe qu'une civilisation extraterrestre émet des signaux radio pour attirer délibérément l'attention sur elle et augmenter nos chances de les capter, on peut donc en déduire qu'elle les diffuse en continu. Il est possible que nous soyons passés à côté de ces signaux, que nous n'ayons pas encore reçu de message, ou qu'il n'existe tout simplement aucun extraterrestre et donc aucune émission possible. Chacune de ces options reste envisageable. Mais il est difficile de trancher, d'autant que les scientifiques savent pertinemment que sans preuve, il ne peut s'agir que de suppositions. En d'autres termes, le fait de ne pas avoir encore reçu de message ne signifie pas pour autant qu'aucun signal ne nous a été envoyé. Imaginez que vous receviez un message sans savoir qui vous l'a envoyé. Pourriez-vous le comprendre sans en connaître l'expéditeur? En 1977, nous avons envoyé des colis aux extraterrestres avec les sondes Voyager, remplis de messages de notre part, sans qu'ils sachent que nous en étions les auteurs. Et s'ils ouvraient un de ces paquets? Comment pourrait-il déchiffrer ce disque vinyle? Les disques d'or des sondes Voyager sont d'une certaine manière des artefacts extraterrestres. Ils représentent également une sorte de capsule temporelle, renfermant des éléments de la vie sur Terre à l'époque. Ces disques contenant différentes images et sons peuvent résister pendant 500 millions d'années grâce à leur support en cuivre recouvert d'or. C'est l'astronome américain Carl Sagan qui a eu cette idée de disque, qu'il qualifiait de « bouteille à la mer cosmique ». Reste à savoir si les extraterrestres comprendront les messages qu'ils contiennent. Bonjour tout le monde. Herzliche Grüße an alle. Outre des messages de salutation, des sons terrestres et les ondes cérébrales d'une jeune femme amoureuse, les disques contiennent principalement de la musique. Mais les aliens seraient-ils capables de la comprendre? Nous avons envoyé des informations complexes, manifestement créées par une forme d'intelligence. Le langage et la musique vont presque de pair lorsqu'on observe les lignes mélodiques. Il est difficile de savoir si les aliens percevraient les émotions véhiculées par la musique de la même manière que nous. En outre, les destinataires auraient aussi besoin d'un tourne-disque pour lire le vinyle. Or, celui-ci n'a pas été inclus. À vrai dire, l'envoi de ces paquets constitue déjà un message en soi, à savoir « Coucou, on est là ». Il est peu probable que des extraterrestres réceptionnent un jour nos disques, et encore moins qu'ils parviennent à en décrypter le contenu. Mais si l'idée du disque d'or échoue, et que la barrière linguistique avec les aliens reste insoluble, ne vaudrait-il pas mieux équiper les futures sondes d'une intelligence plus avancée ? Les sondes de la prochaine génération seront probablement capables d'agir de manière autonome, car il serait pratiquement impossible de communiquer avec la Terre à une telle distance. En d'autres termes, l'intelligence artificielle serait notre ambassadrice. Et si c'était la même chose en face ? Si les extraterrestres nous envoyaient aussi une sonde équipée d'intelligence artificielle ?
C'est en tout cas l'idée avancée en 1973 par Carl Sagan, le cofondateur du SETI, dans son ouvrage Communication with Extraterrestrial Intelligence. Il partait du principe que des civilisations extraterrestres pouvaient exister à différents stades de développement. Il est possible que des aliens aient envoyé des sondes autonomes dans l'espace il y a bien longtemps, mais que leur civilisation n'existe plus aujourd'hui. Ce serait quand même rageant d'intercepter leur message trop tard. Supposons, à l'inverse, qu'une des sondes Voyager soit reçue par des extraterrestres dans 100 000 ans. L'espèce humaine existera-t-elle encore d'ici là? Le problème de synchronisation concerne chacun des scénarios. Mais imaginons que nous soyons en phase avec des extraterrestres et que nous nous retrouvions nez à nez avec eux. Que se passerait-il alors? Il s'agirait bien sûr du scénario le plus extrême, car la question qui se poserait alors serait « Quel est le but de leur visite ?» Boire un café? Boire un café, bien sûr. Mais que se passerait-il ensuite? Nous ne connaîtrions pas leurs intentions et nous ne comprendrions pas un traître mot de ce qu'ils nous racontent. Une chose est sûre, qu'il s'agisse d'un message envoyé dans l'espace ou d'un contact direct, il y aurait dans tous les cas un problème de communication. Comment échanger avec des créatures qui nous sont totalement étrangères? Pourrait-on, à titre d'exercice, simuler une conversation avec des extraterrestres? Avec des êtres qui, bien que venant d'un monde totalement différent du nôtre, seraient néanmoins accessibles? En août 2021, des chercheurs du projet SETI et de l'Alaska Whale Foundation ont établi un contact avec des baleines à bosse dans les eaux au large de l'Alaska. Ils ont toutefois eu la chance de pouvoir étudier leur langage au préalable, ce qui sera sûrement impossible avec des aliens. Leur objectif était toutefois similaire, communiquer avec des êtres étrangers. Pour cela, ils ont enregistré au préalable des sons fréquemment émis par des baleines dès qu'elles se rencontraient, une sorte de bonjour en langage cétacé. Après avoir diffusé ces chants à l'aide d'un haut-parleur sous-marin, ils ont été stupéfaits de constater que les baleines leur répondaient. Un tel échange pourrait-il aussi avoir lieu avec des aliens? Une conversation implique qu'une personne parle, s'arrête, puis que la suivante prenne la parole. Nos échanges sont toujours marqués par cette interaction entre différents interlocuteurs. En sociolinguistique, on appelle cela un tour de parole. Lors de cette tentative de communication avec les baleines, on a constaté que les cétacés semblaient fonctionner de la même manière, d'où leur réaction à ce signal. La baleine à bosse Twain a répondu plusieurs fois aux sons diffusés par les chercheurs. Mais comme ils ne maîtrisaient pas le langage des cétacés, ces derniers n'ont rien pu dire de plus. Il ne leur restait donc plus qu'à analyser la réponse de la baleine. Et c'est probablement ce que feraient les extraterrestres s'ils venaient un jour à déchiffrer nos disques d'or. Tout langage, qu'il s'agisse du chant d'un oiseau, de celui d'une baleine ou encore de notre propre langue, repose sur un code commun. L'émetteur et le récepteur doivent donc le maîtriser pour pouvoir interagir et se comprendre. Le problème, c'est qu'aucun chercheur à bord du navire ne maîtrisait ce code. Résultat, la répétition du même son a excité et frustré la baleine Twain, qui a fini par s'éloigner. Cette expérience est néanmoins un bon début. En apprenant à communiquer avec les baleines, les humains acquièrent de précieuses connaissances sur la manière de s'adresser aux extraterrestres, de déchiffrer leurs réponses et surtout d'établir un contact avec eux. La conversation avec les baleines, qui s'est pour l'heure soldée par un échec, a mis en évidence un autre problème que nous pourrions rencontrer avec les aliens. Notre manière de communiquer est fortement influencée par notre corps. Notre perception du monde est étroitement liée à la position de notre corps. Nous nous tenons debout, notre tête est en haut et non en bas. Et nous assimilons de nombreuses choses qui nous entourent en fonction de l'orientation de notre corps. Mais que se passerait-il si les extraterrestres avaient une apparence totalement différente? Nous avons toujours eu les idées les plus étranges à leur sujet, mais aucune vraie piste pour nous aider à déchiffrer leur langage. Il pourrait être difficile de comprendre les intentions des extraterrestres, parce qu'on aurait tendance à les interpréter à travers le prisme de notre propre culture. Un premier contact pourrait-il échouer par manque de vécu commun? Parce qu'ils seraient tout simplement trop différents de nous?
Je pense que nous serions extrêmement déconcertés par cette rencontre. En sociologie, on parle d'étranger maximal, à savoir une entité si différente de tout ce que l'on connaît qu'il nous serait impossible de la ranger dans une case. Et pourtant, nous partons du principe qu'il pourrait s'agir d'individus capables de communiquer et d'interagir avec nous. Et si les aliens étaient tellement différents de nous que nous soyons incapables de décrypter leur langage, voire de l'identifier comme tel? Et si nous ne nous rendions même pas compte qu'ils tentaient de communiquer avec nous? Et s'ils étaient une sorte de masse gélatineuse? Dans un premier temps, je commencerai par les observer, pour identifier leur forme. Je serais également tentée de les toucher. Mais avec ce genre de créatures, mieux vaut faire preuve de prudence, car on ne saurait pas si cette masse est toxique, mobile ou dure. Peut-être qu'elle se désintégrerait au moindre contact tactile. J'en ferai peut-être aussi une analyse acoustique. Ces réflexions autour de cette masse gélatineuse montrent que face à un étranger maximal, nous chercherions avant tout à comprendre son mode de communication et à lui montrer le nôtre. Le film Premier Contact de Denis Villeneuve a mis en lumière le rôle que pourrait jouer le contact physique lors d'une première rencontre avec des aliens. Dans le scénario, la linguiste Louise est recrutée pour communiquer avec les heptapodes, des créatures extraterrestres à 7 tentacules. Le premier contact avec les extraterrestres, notamment lorsque les chercheurs pénètrent dans le vaisseau, est empreint de peur et d'appréhension. Le fait de se rapprocher des heptapodes, comme le fait la linguiste dans le film, vise d'abord à réduire la distance entre les humains et les aliens, et à montrer à ces derniers que la scientifique souhaite communiquer avec eux. Mais cette première rencontre est inévitablement marquée par la peur. La distance physique, corporelle et temporelle est toujours un terrain propice au malentendu. C'est pourquoi je pense, même si ce n'est que mon opinion personnelle, qu'il serait préférable qu'humains et aliens se voient et s'entendent sans passer par l'intermédiaire de la technologie. Il est vrai que lorsque nous analysons des êtres d'une espèce étrangère, nous leur attribuons des caractéristiques que nous généralisons à toute l'espèce. Un extraterrestre ferait-il la même chose après s'il observait l'un ou l'autre d'entre nous? Avant d'entrer en contact direct avec des créatures étrangères, nous devrions d'abord nous mettre d'accord. Qui parmi nous serait le mieux placé pour représenter les humains face aux aliens? Qui est-ce que je choisirais? Peut-être le Dalai Lama. Une personne issue d'un peuple indigène. Jane Goodall et David Attenborough, parce qu'ils sont tous les deux de bons orateurs et qu'ils se soucient beaucoup de la nature. Frank Zappa, parce qu'il parlait avec beaucoup de bon sens et qu'il avait clairement la musique dans l'âme. Est-ce justement là le problème des humains? Être incapable de se mettre d'accord? Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas communiquer avec des aliens? Personne sur Terre ne dispose des connaissances nécessaires pour le faire seul. Dans ce genre de situation, il est probable que les Nations Unies interviennent et désignent une personne précise. Mais concrètement, comment cela se passerait-il? Existe-t-il une législation encadrant une telle situation? En droit international, par exemple? Il n'existe aucune directive, aucun protocole ou quoi que ce soit d'autre encadrant un tel cas de figure. C'est valable pour l'Allemagne, mais aussi à l'échelle mondiale. Le film Premier Contact a opté pour le scénario le plus probable en cas de rencontre avec les aliens. L'armée intervient car les extraterrestres pourraient représenter une menace pour la sécurité des humains. Dans leur ouvrage Meeting the Alien, les sociologues Andreas Anton et Michael Schetsche estiment qu'un contact direct avec des aliens pourrait provoquer un choc mondial aux conséquences psychosociales massives. Le film Premier Contact imagine un scénario mettant en scène la réaction qu'auraient les humains en découvrant l'existence d'aliens désireux d'entrer en contact avec eux.
Dans nos analyses, nous avons réduit au minimum nos hypothèses sur le comportement ou les caractéristiques propres aux extraterrestres. Nous avons aussi constaté qu'une première rencontre comporterait d'énormes risques. Des risques qui proviendraient toutefois de nous, les humains, et de nos réactions. C'est la raison pour laquelle le SETI Post Detection Hub a été créé il y a quelques années. Tout simplement parce que nous n'avions aucun plan sur la manière de procéder ensuite. Depuis 2022, les chercheurs du SETI du monde entier se penchent sur cette question. Que se passerait-il si nous découvrions des aliens? Si un contact avait lieu, comment l'humanité devrait-elle réagir? En cas de détection d'un signal, le SETI Post Detection Hub recommande de rendre l'information publique uniquement lorsqu'il n'y a plus aucun doute scientifique sur l'existence d'une intelligence extraterrestre à son origine. Si un artefact était détecté, il serait examiné par précaution sur la Lune, qui ferait office de station de quarantaine. Après tout, celui-ci pourrait être rempli de virus ou de bactéries, susceptibles de représenter un danger pour les humains. Le SETI Post Detection Hub planche sur des recommandations destinées aux acteurs politiques. En cas d'urgence, ces derniers prendraient des décisions qui pourraient avoir des répercussions sur toute l'humanité. Pour le dire très simplement, je ne suis pas sûr que les humains soient suffisamment mûrs sur le plan civilisationnel pour vivre un tel événement. Et s'il ne leur faudrait pas plus de temps pour s'y préparer. Si nous savions que des extraterrestres allaient nous rendre visite, nous ferions mieux de mettre d'abord de l'ordre sur notre planète, de nous ressaisir et de nous attaquer sérieusement aux problèmes auxquels l'humanité est confrontée actuellement. Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation. Mais étant donné la découverte de milliers d'exoplanètes potentiellement habitables, la vie en dehors de la Terre ne semble plus tellement inconcevable. Entrerons-nous un jour en contact avec des aliens? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est que réfléchir à une telle rencontre pourrait sans doute nous rapprocher un peu plus les uns des autres. Car peut-être que derrière cette quête d'extraterrestres, il y a avant tout une recherche de nous-mêmes.